Merci Richard. La succession est challenging parce que je succède à un des premiers ingénieurs des équipes Ariane, etc. En premier lieu, je voulais dire qu'aller sur Mars, parce que le but de l'association, c'est quand même de promouvoir et de faire connaître non seulement les résultats scientifiques, mais le thème ultime, c'est l'homme sur Mars. Il ne faut pas l'oublier. Aller sur Mars, mais ça sera difficile, il faudra résister à l'adversité. Et tous les participants de cette salle sont non seulement passionnés de Mars, mais ont déjà éprouvé l'adversité des grèves. Et merci d'être venus et de les avoir affrontés. Alors, je voulais faire un petit résumé depuis 20 ans, lorsque l'association s'est créée, et puis où on en est actuellement et vers quel futur on va, si on peut prédire le futur. Alors, en allant un peu plus de 20 ans, Wernher von Braun avait déjà comme projet l'homme sur Mars, puisqu'en 1953, il a écrit un bouquin, The Mars Project, qui a été un petit peu une référence et qui préconisait une mission martienne. Après la fin des missions Apollo, début des années 70, il a essayé de relancer ce type de projet, mais il n'avait pas le soutien budgétaire, malheureusement. Alors, de cette époque, nous avons un de nos membres, un de nos éminents membres, malheureusement, qui n'est pas venu in fine ce soir, qui a fait en 1998 un stage à la NASA, au Johnson Space Center, où il a travaillé en fait sur les architectures de mission pour l'homme sur Mars. Et l'enjeu, à l'époque, c'était de passer du coût d'une mission de plusieurs centaines de milliards de dollars à un coût de mission de l'ordre du coût de l'ISS, c'est-à-dire comme ordre de grandeur, une centaine de milliards de dollars. Donc déjà, un premier essai pour essayer de diminuer le coût de mission pour le penser réalisable. Alors, tout ce qui est inspiré par Wernher von Braun, c'est des architectures de mission extrêmement compliquées. Tout ceci a culminé avec la DRA5 en 2009, c'est-à-dire la Design Reference Architecture, qui concevait 5 vaisseaux différents, avec 7 lancements lourds par mission, et plusieurs rendez-vous en orbite. Donc coût, délai et risque, un retour à des coûts évalués à des centaines de milliards de dollars, et donc Barack Obama a mis un terme à tout ça, à l'exception donc du lanceur lourd SLS et de la capsule Orion. Alors à la même époque, donc ce scénario extrêmement complexe a été challengé par Robert Zubrin, ingénieur à l'origine chez Lockheed Martin aux États-Unis, fondateur de la Mars Society, et qui a inventé un concept beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant. Si on veut aller sur Mars, on tire directement vers Mars, et puis quand on veut revenir, on génère les ergols sur place avec de l'ISRU, Insight Resource Utilization. Donc la Mars Society a été créée en 1998 par Robert Zubrin. Je me rends compte que Richard Edman a oublié de dire qu'il était aussi cofondateur de la Mars Society, et autour de ce concept permettant une réalisabilité plus accrue et des coûts moins chers, et des missions beaucoup plus élégantes et moins complexes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est 2 tirs par fenêtre de tir. Et il existe la traduction du bouquin américain s'appelle Cap sur Mars, et vous pouvez l'acheter sur Amazon sans aucune difficulté. Donc ça, c'est l'histoire. C'était il y a une vingtaine d'années, 2 grandes idées d'architecture de mission qui se sont affrontées. Où en sommes-nous actuellement? On est quand même en plein bouleversement avec une forte baisse du coût d'accès à l'espace. Je crois qu'il y a 3 points à mettre en avant. Le premier, c'est qu'on a une industrie du lanceur transformée par l'initiative privée américaine. Bien entendu, SpaceX, Blue Origin, qui est assez correctement financée, y compris par les fonds propres des actionnaires, puisque Jeff Bezos a annoncé qu'il allait vendre pour $1 milliard par an d'actions Amazon pour financer Blue Origin. Quant à SpaceX, si vous allez sur le site de SpaceX, vous y verrez que l'objectif ultime, bien sûr il y a des objectifs plus court terme, mais c'est quand même de transporter des humains vers des colonies martiennes à terme. Alors SpaceX est un peu ambitieux peut-être parce qu'on voit sur leur site qu'ils ont pour ambition d'envoyer l'homme sur Mars en 2024. Le deuxième point actuel qui est assez structurant, c'est le contexte géopolitique. Bon, je pense qu'on est bien conscient qu'on est revenu dans un environnement
peut-être un peu inquiétant, qui rappelle un petit peu la guerre froide pour ceux qui l'ont connu dans la salle. Alors c'est dans ce contexte que les Américains ont annoncé le programme Artemis, qui a eu plusieurs d'entre vous ici ont assisté à une conférence à Washington il n'y a pas très longtemps, qui a pour objectif l'homme américain, plutôt, sur la Lune en 2024 et sur Mars en 2033. Alors, il n'y a pas que ces grands projets emblématiques. Si l'année 2019 a fêté les 50 ans de l'homme sur la Lune, je crois que les années 2020 et 2021 vont être les années où on va beaucoup parler de Mars, puisque 2020, c'est une fenêtre de lancement martienne, et 2021, on commencera à voir les premiers résultats. Alors, aux USA, bien sûr, il y a le successeur de Curiosity, pour l'instant, le Rover 2020, qui sera lancé, avec une innovation de type un petit hélicoptère, si c'est confirmé. En Europe, ExoMars, donc je n'en dirai rien de plus, puisqu'on va avoir un exposé tout à fait complet là-dessus. Il ne faut pas oublier la Chine. Donc la Chine, initialement, avait une priorité Lune clairement affichée. Et maintenant, ils prévoient une mission en 2020 où ils vont envoyer pas forcément un rover. Il semble qu'on discute d'une innovation qui serait un essaim de 3 rovers coopérants. Donc l'idée est d'envoyer 3 petits rovers qui coopèrent entre eux et qui explorent 3 fois plus de territoire. Et puis n'oublions pas les Émirats arabes unis qui vont aussi lancer un orbiteur pour l'étude du climat martien. Le troisième point qui est quand même assez structurant actuellement, c'est qu'on a accumulé de formidables connaissances pour que l'homme aille vers Mars. On a bien sûr les connaissances environnementales et climatiques des rovers et des orbiteurs. On a aussi beaucoup de connaissances sur les conséquences médicales du séjour de très long terme des humains dans l'espace grâce à l'ISS, et notamment les effets de l'environnement radiatif, alors qu'ils sont un petit peu réduits pour l'ISS, mais en même temps les sujets de zéro gravité sur une longue durée. Donc on sait quelles mesures doivent être prises, même si rien n'est idéal, bien entendu. Troisième point, la psychologie des équipages. Depuis Mars 500, depuis la Mars Society qui exploite les stations MDRS et FMars en Amérique du Nord, on a pas mal d'expérience sur la psychologie des équipages et comment faut-il concevoir les équipages. Donc tout ceci pour dire que pourquoi pas dans 10 ans, pourquoi pas une réunion de ce type qui parlera du premier pas de l'homme sur Mars. Ça n'est pas quelque chose qui est totalement irréaliste. Alors je voudrais revenir pour conclure sur le programme de ce jour. Donc vous avez vu qu'on l'a fait avec un focus sur les contributions françaises et européennes à la connaissance de Mars, conformément au statut de notre association, qui est la branche française de la Mars Society, mais avec un certain focus et une certaine promotion de ce qu'on fait en France et en Europe pour contribuer à la connaissance de Mars. Alors, dans la conception, on a fait intervenir aussi un mix d'experts connus et aussi d'expériences de membres de l'association. Donc avant de passer la main à Pietro, je voudrais moi aussi apporter mes remerciements. Alors aux présents qui ont su braver les grèves. J'avais prévu de remercier également Lucinda Hofer, mais qui elle n'a pas dû réussir à... Pardon, Lucinda? Oh, sorry, Lucinda. So, I welcome you, I did not see you, sorry. Lucinda is executive president, vice president of the Mars Society in US, and she's based currently in UK, and taking development of the UK Mars Society branch, right? So, thank you to be there, and sorry to speak generally in French during this evening. Je voudrais remercier aussi les conférenciers qui viennent de loin, Lyon, Hollande, Toulouse, Bordeaux, à l'ESA aussi pour son accueil, et en fait à l'équipe d'organisation d'APM, dont Aline nous représente avec de manière très animée. On lui doit beaucoup pour l'organisation de cette soirée. Pietro, je vous passe la